CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est avec nous également ce vendredi soir. Avant de commencer sur l'actualité, il faut quand même souhaiter un joyeux anniversaire à Dominique, la reine-mère. Philippe de Villiers, cette semaine, c'était l'anniversaire de votre épouse. Oui. Et donc on peut lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est ce que je lui ai offert. Allez-y. Des verres. Pourquoi ? Pour boire. C'était ce qu'elle voulait ? Pour noyer notre chagrin. Oh non. Je vois ce qui se passe. Bon, on souhaite un joyeux anniversaire à Dominique, qui suit attentivement l'émission. Parfois, elle m'envoie des messages, etc., notamment sur les informateurs bien informés. Elle est toujours très attentive à notre émission. Philippe de Villiers, un peu de sourire avant une actualité très lourde. On va parler évidemment de la crise politique qui touche la France, mais avant cela, et c'est parce que vous l'avez décidé, et vous souhaitez le faire chaque semaine, tant que nous n'aurons pas de nouvelles de Boualem-Sansal, qui est arrêté depuis désormais 20 jours, écroué le 26 novembre dernier. Vous souhaitez commencer cette émission en ayant un mot pour l'écrivain. J'ai lu l'interview de son avocat en France, maître François Imray, qui dit « Il est clair que si nous ne sortons pas d'une logique de passion et de vengeance, dans laquelle Boualem-Sansal devient le bouc émissaire d'une relation bilatérale en feu, il risque de finir sa vie en prison. » Philippe de Villiers, les jours passent et se ressemblent, sans le moindre éclairci autour de l'avenir de Boualem-Sansal. Ben voilà, on pense à lui et on ne veut pas l'oublier. Personne ne doit l'oublier. Et j'ajouterais ceci, ceux qui l'oublient et ceux qui l'abandonnent à ses persécuteurs trahissent, comme l'a très bien dit l'écrivain, philosophe Robert Redeker, trahissent l'essence spirituelle de l'Europe. Parce que Boualem-Sansal, c'est pas n'importe qui. C'est un écrivain, certes, donc c'est la question de la liberté d'expression. C'est un combattant, c'est un résistant, c'est un réfractaire. C'est un homme qui comptera dans l'histoire de l'Occident. Et donc je lui dis, pourvu qu'il m'entende, ou qu'il m'entende un jour, nous sommes là. Et chaque semaine, vous avez décidé d'avoir un mot pour Boualem-Sansal. Dans l'actualité également ce vendredi, et c'est probablement l'information la plus importante de la journée, et je sais que ce combat, vous le menez depuis plusieurs années. La Commission européenne et les pays du Mercosur ont validé l'accord de libre-échange, Philippe de Villiers, en matière commerciale. Ce traité vivement contesté par les agriculteurs français, pourrait marquer un tournant après 25 ans de négociations. Je vous propose d'écouter Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. À nos agriculteurs, nous vous avons entendus. Écoutez vos préoccupations et nous agissons en conséquence. Cet accord comprend des garanties solides pour protéger vos moyens de subsistance. L'accord UE-Mercosur est le plus important jamais conclu en matière de protection des produits alimentaires et des boissons européennes. Plus de 350 indications géographiques protègent ces produits. Et en plus, nos normes européennes en matière de santé et d'alimentation restent intouchables. C'est cela la réalité. La réalité d'un accord qui permettra aux entreprises européennes d'économiser 4 milliards d'euros de droits d'exportation par an, tout en élargissant nos marchés et en ouvrant de nouvelles opportunités de croissance et d'emploi des deux côtés. Geoffroy Lejeune. La question est assez simple, Philippe. Est-ce que l'adoption de cet accord pour la France représente une humiliation ? C'est une humiliation. Et en regardant les images à l'instant, je pensais à une soirée sur France 2 où je m'étais fait conspuer par tous les journalistes qui étaient présents, parce que je venais de dire ceci. Un jour viendra, sans doute, où le président de la Commission de Bruxelles viendra annoncer aux Français, au nez à la barbe de nos gouvernants, le sort qui leur sera réservé. Et là, je me souviens, tous les journalistes, et non des moindres, c'était que des grands noms,
qui disait, voilà, l'excès. L'excès, c'était une anticipation. En fait, ce qui vient de se passer, c'est porteur de symboles. On a la France qui dit non, on ne veut pas de cet accord. Et on a Madame van der Leyen qui va à Montevideo, qui scelle l'accord et qui fait une conférence de presse triomphale. On suppose que les Allemands sont contents parce que cet accord favorise l'automobile, l'industrie allemande. Donc la différence entre un Allemand et un Français, un dirigeant allemand, un dirigeant français, vous savez ce que c'est? Un dirigeant allemand, il protège les intérêts allemands. Un dirigeant français, il dit l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et donc, elle triomphe, elle nous poignarde, elle nous nargue, elle nous piétine, elle nous humilie. Je veux être très précis pour être compris, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui circulent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez bien, c'est incroyable. Ce que la bureaucratie et la technocratie de marché peut inventer, de finasserie. Pour faire passer l'accord, la Commission de Bruxelles a décidé de scinder l'accord en 2 parties. La première partie, c'est la partie commerciale. C'est la partie dont parle Madame l'impératrice de l'Empire de la Norme. Et puis il y a une deuxième partie qui viendra plus tard, c'est l'accord cadre, qui est évidemment vidé de sa substance. Donc l'accord cadre viendra devant les parlements nationaux. Plus tard, beaucoup plus tard. Et donc les peuples pourront se prononcer, ou leurs représentants, mais beaucoup plus tard. En revanche, dans l'immédiat, c'est la Commission qui a négocié, et maintenant c'est et qui signe. Elle a expliqué, elle l'a dit. Et ensuite, c'est le Conseil qui va voter à la majorité qualifiée. À la majorité qualifiée, ça veut dire qu'il n'y a plus de droit de veto. J'entendais tout à l'heure Julien Drey, qui visiblement ne connaît pas son dossier, qui s'en prenait à Louis Dragnel et qui disait mais on a le droit de veto, on a le droit de veto. Bon, parce que les européistes, il n'y a rien à faire. Jusqu'au bout, ils expliqueront que c'est mieux comme ça. Voilà. Alors, il n'y a pas le droit de veto, il n'y a plus le droit de veto. Le droit de veto, c'est la souveraineté. Quand vous avez le droit de veto, c'est que vous êtes encore souverain. Là, il n'y a plus de droit de veto, c'est majorité qualifiée. Donc, il faut qu'on aille faire la cuisine. Il faut qu'on aille sur le Formica, chez les Polonais, chez les Autrichiens, chez les Italiens, leur dire, allez, soyez gentils, si vous pouviez ensemble, on pourrait faire une petite équipe, une minorité agissante, une minorité de blocage. Voilà, on en est réduit là. Alors, maintenant, ça pose 2 questions. Premièrement, la question de l'Europe par rapport à l'agriculture. Et ensuite, la question de la classe politique française par rapport à nous, par rapport à tous les citoyens. Première question, l'Europe, en fait, elle a fait un choix. Et personne ne veut le dire. Elle a choisi de déléguer son alimentation au marché mondial. Donc il faut que quelqu'un le dise une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, bon, il y avait 1 million de paysans. À l'époque, il y avait 15 000 fonctionnaires à l'agriculture, au ministère. Maintenant, il y en a plus de 400 000. Il y a 32 000 fonctionnaires. Oui. Et ils veulent tomber à 200 000. Ils pensent que c'est suffisant. C'est-à-dire que pour eux, c'est comme l'industrie avec les délocalisations, ce sont des statistiques. Et donc, l'Europe, la bourgeoisie mondialisée, expatriée affectivement, se moque de la manière dont la terre est cultivée en Europe. Et alors après, il y a la classe politique française.
M. Attal a osé dire que les responsables, c'était les gens qui avaient voté la motion de censure. C'était un mensonge. M. Attal est un falsificateur. En effet, j'ai annoncé ici même, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 4 mois, qu'on aurait l'accord du Mercosur avant la fin de l'année. C'est-à-dire la date, c'était le 5, 6, 7 décembre. Donc ça n'a rien à voir avec la motion de censure. Et ensuite, M. Attal savait très bien, M. Macron savait très bien, ils savent tous très bien, depuis longtemps, qu'ils vont passer à la casserole, que la France va passer à la casserole. Mais ils ne veulent pas nous le dire. Et là, ils font les soins palliatifs. Pendant que Mme von der Leyen, elle a mis la piqûre létale. Et donc, moi, je suis outré par cette attitude. Et j'ajouterai ceci, à destination de l'ancien Premier ministre, Michel Barnier. Avec M. Macron, ils ont décidé de faire une entourloupe qui a très très bien marché, sur tous les bancs de l'Assemblée. On a réuni l'Assemblée pour dire, voilà, l'Assemblée est souveraine. Le mot a même été repris tout à l'heure par des souverainistes. L'Assemblée souveraine décide que ça sera non au Mercosur. Donc tout le monde était content, les tracteurs sont repartis chez eux, etc. Sauf que le rédacteur du traité de Lisbonne, Michel Barnier, connaît la situation mieux que quiconque, puisque dans le traité de Lisbonne, qui fait suite au traité de Maastricht, moi je me souviens, j'avais hurlé à l'époque, il y a le transfert de la compétence commerciale à la Commission de Bruxelles. Et à l'époque, toute la classe politique, les mêmes qui sont ici encore aujourd'hui, expliquait que ce sera plus efficace. Et nos intérêts seront mieux défendus. Voilà. La Commission de Bruxelles, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. La Commission de Bruxelles, ce sont des gens nommés. Ce ne sont pas des gens élus. Et donc le peuple français est impuissant. Quant à la Macronie, elle devrait se souvenir qu'elle a un élément dans la Commission de Bruxelles, un commissaire, et non des moindres, M. Séjourné, un proche, le Talleyrand de poche de Macron. Et il faudrait que les journalistes fassent leur métier et essayent de retrouver les votes, tous les gens qui ont voté, les Français notamment, qui ont voté pour la Commission de Bruxelles. Parce qu'en votant pour la Commission de Bruxelles, ils ont voté pour Mme von der Leyen, il y a quelques heures, là. Et donc, en fait, ils ont voté en sachant très bien ce qui allait se produire. Car Mme von der Leyen, en bonne allemande qu'elle est, elle défend les intérêts de son pays. Et donc, les commissaires de Bruxelles sont des gens hors sol. C'est ce que j'appelle l'État profond. Le super État profond. Voilà où nous en sommes. Quand vous n'êtes plus souverain, je crois, vous n'avez plus la compétence de la compétence. Et comme disait Marie-France Garot, un homme ne peut pas être à moitié souverain, comme une femme ne peut pas être à moitié enceinte. Vous êtes souverain ou vous n'êtes pas souverain. Si pour sortir de chez vous, vous avez besoin d'une autorisation préfectorale, vous n'êtes plus souverain. Nous ne sommes plus souverains. Voilà ce que j'explique depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans. Et il y a encore beaucoup de Français, une majorité de Français disent « Ah, l'Europe, l'Europe ». Mais l'Europe, l'Union européenne, c'est une machine à nous broyer. Je regardais justement parce que j'avais retrouvé la liste des partis qui avaient voté lors de l'élection de la Commission européenne. C'est un document qui date du 27 novembre, qui avait voté pour et qui avait voté contre. C'est assez compliqué, mais vous voyez que par exemple du côté de Renew et de la PPE, Renew c'est le parti Renaissance et de la PPE, les Républicains, ils ont tous voté visiblement pour cette commission et ces votes des eurodéputés français à l'élection de la Commission européenne. Et ceux qui ont voté contre, les Patriotes et Reconquête notamment avec Madame Knafo. Je vous propose qu'on aille sur cette actualité et cette semaine politique historique, Philippe de Villiers. Jamais depuis 1962 un gouvernement n'avait été censuré. Vous l'aviez annoncé, pardonnez-moi, il y a, j'en perds mon français, 3 semaines. Vous aviez une nouvelle fois raison. Michel Barnier est tombé jeudi soir. Emmanuel Macron a pris la parole jeudi et il s'en est pris aux parlementaires qui ont fait le choix de la censure. Je vous propose de l'écouter. L'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain. Et parce que
des forces qui, hier encore, gouvernaient la France, ont choisi de les aider. Je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres, et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Geoffroy Lejeune. C'est vrai qu'on vous a pris pour un fou quand vous avez annoncé la censure il y a 3 semaines maintenant. Qu'est-ce que vous retenez de l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir? Qu'est-ce que je retiens? Rien. Il y a un truc à l'ENA, il y a un cours, vous savez, c'est apprendre à parler pour ne rien dire. C'est un champion. Mais quand même, l'impression physique, je vais vous dire. On a vu un homme seul, assiégé, esseulé, qui appelle. Mais il m'a rappelé, vous savez, vous connaissez le caracara des îles? Non, allez-y. C'est un oiseau. Il en a vu récemment, là, quand il était dans les sables du désert, avec ses lunettes de soleil. Il devait se dire, je pourrais faire l'échec aux électeurs français. Et là, à la décompression, il arrive. Et j'ai vu, moi, chuter de son nid au Puy du Fou, un caracara des îles. Et c'est vraiment pathétique parce que il fait cuit-cuit, il bat de l'aile et il appelle sa maman. Donc lui, il appelle Brigitte, il est perdu, il n'y a plus personne autour de lui. Et d'ailleurs, tous ceux qu'il a formés, c'est un gras, hein, tous ceux qu'il a formés, évidemment, n'ont qu'une idée maintenant, c'est de prendre la place. Voilà. Et il y a une autre image, en le regardant à l'instant, qui m'est revenue. C'est l'image du dernier empereur d'Occident, le jeune Romulus Augustule. Et pourquoi je pense à cette image? Parce que les historiens racontent qu'il est là en chemise de nuit dans les marais de Ravenne, il court, il jette les régalias, les instruments impériaux dans les marécages, et il chante « C'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute ». J'ai à peu près résumé le topo d'hier soir. Emmanuel Macron a reçu, vous le savez, ce vendredi, certains partis du fameux Front républicain, allant du PS jusqu'au LR. Est-ce que vous arrivez à décrypter, décoder, à comprendre sa stratégie, Philippe de Villiers? D'abord, il faut voir quelle est la signification de ce qui s'est passé. La motion de censure, c'est le match retour du Front républicain. Éric Ciotti, à la tribune, a été très clair, et je trouvais qu'il était très pédagogue, en disant « Vous, monsieur Attal, qu'est-ce que vous avez fait au mois de juin? Vous avez fait voter pour LFI, pour faire battre le Rassemblement national. Vous, monsieur Édouard Philippe, qu'est-ce que vous avez fait au mois de juin? Vous avez fait voter pour les communistes. Vous, monsieur Xavier Bertrand, vous avez fait voter pour LFI. Et il y a beaucoup de députés LR ici qui n'auraient pas été élus, n'est-ce pas, monsieur Wauquiez, s'il n'y avait pas eu l'appui de LFI. Et il y a beaucoup de gens de LFI qui n'auraient pas été élus, et de NFP, monsieur Hollande, sans l'apport de LR. Donc, en fait, en politique, c'est comme sur un terrain de jeu. Tu marques un but, t'en prends un. Hein. C'est la revanche. Il y a eu un Front républicain. Alors, le Front républicain, 3 formes successives du Front républicain. Au lendemain du premier tour, ils ont fait les Fronts républicains tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont fait une alliance électorale pour faire battre ce qui était arrivé en tête. En l'occurrence, les candidats du Rassemblement national et assimilés. Ensuite, un deuxième Front républicain dès l'arrivée à l'Assemblée. Ils ont dit non, il n'y aura pas de poste de responsabilité pour le Rassemblement national. Évidemment, ça se paye. Et enfin, le Front républicain, le dernier, c'est Michel Barnier qui dit « Vous inquiétez pas, j'écouterai tout le monde, j'entendrai tout le monde ». Et puis en fait, il n'écoute personne parce qu'il pense, il parie que ça va bien se passer, qu'elle n'osera pas. Voilà.
ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la motion de censure? C'est l'idée suivante. Vous avez voulu nous exclure, vous avez voulu établir un cordon sanitaire, vous avez fait comme si on était des moufettes qui sentent mauvais. Eh ben, c'est la réplique sismique. Dans tout tremblement de terre, il y a une réplique. Ensuite, mais c'est pas fini, il y a aussi la capilotade budgétaire. Et je voudrais revenir là-dessus un instant. En fait, la France vit une situation inconnue depuis 1958, c'est-à-dire qu'elle a perdu le contrôle de ses finances publiques avec un déficit qui file vers les 6% à la fin de l'année, avec une dette qui file vers les 3 milliards, 300 à la fin de l'année, et puis une absence totale de réaction, puisqu'en fait on a un budget des affaires courantes, on creuse la dette et le déficit, on ne fait pas de coupe dans les dépenses structurelles et on augmente l'impôt de 40 milliards. Et c'est drôle parce qu'hier, je me suis intéressé un peu au budget dans le détail. Vous vous rendez compte qu'on fait un malus sur la Renault Dacia, sur la 208. Ça vous dit quelque chose? C'est pas des grosses voitures. Hein. Bon. Et on fait un déremboursement des médicaments pour les citoyens français en refusant de toucher à l'AME pour les clandestins, etc. Donc, si vous voulez, moi, j'aurais été parlementaire, j'aurais dit à Michel Barnier, non, pas toi, Michel, on se connaît bien, pas 40 milliards d'impôts supplémentaires et avec des prélèvements qui sont à 48%. C'est pas possible, voilà. Et donc, en fait, dans l'histoire, depuis toujours, il y a deux sortes de budgets. Il y a le budget des affaires courantes. On augmente les dépenses et les impôts. C'est ce qu'on vient de faire. Et puis, il y a le budget de redressement. REF 1958. Le baron Louis qui dit à Louis-Philippe et à Louis XVIII, faites-moi de bonnes politiques, je vous ferai de bonnes finances. Et donc, en fait, un vrai budget, un budget de redressement, vous voyez tout de suite 4 lignes, les 4 lignes de crête, les 4 orientations du budget. Donc, rétablir les comptes publics, premièrement, et ensuite, favoriser, souligner 3 ou 4 orientations. L'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat, etc. Voilà. C'est simple. C'est ça un bon budget. Or là, c'est un budget qui a été fait par les hauts fonctionnaires. De Villiers, les hommes politiques ne manquent pas de superlatifs pour définir ce qu'il se passe depuis la motion de censure. Et une majorité de Français approuvent cette motion de censure, mais beaucoup également sont inquiets de l'état de la France. 8 Français sur 3 sont inquiets pour l'avenir du pays. Je vous propose d'écouter Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, qui parle d'une France au bord du gouffre. Il faut d'abord analyser la situation dans laquelle nous sommes plongés depuis des mois, et notamment depuis la dissolution. Et les choses, malheureusement, s'accélèrent. Et moi, je veux vous dire à la fois mon inquiétude et ma tristesse après le spectacle que nous avons vécu en regardant ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Cette motion de censure, un Premier ministre digne qui tombe, une impasse. Regardons les unes de la presse internationale. La possibilité, Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, signe contre l'avis de la France l'accord du Mercosur. Nous sommes dans un moment non seulement de chaos, de division, mais au bord du gouffre. Et j'ai dit 8 Français sur 3, 8 Français sur 10 se disent inquiets pour l'avenir du pays. Geoffroy Lejeune. Philippe, comment pourriez-vous qualifier la crise politique dans laquelle nous sommes plongés depuis quelques jours? Comme Manuel Valls, il a raison, au bord du gouffre. Alors en fait, on pourrait penser qu'il s'agit d'une crise parlementaire, une crise politique au sens classique, comme on en a connu, une crise d'alternance. Moi j'ai connu, par exemple, le mai 81. C'était une vraie crise d'alternance, c'était une violence extrême, la droite contre la gauche. Mais
le système fonctionnait, continuait à fonctionner. Parce que l'alternance fait partie des institutions. Là, il ne s'agit pas de ça. Là, on est plus proche de Baden-Baden avec le général de Gaulle qui quitte l'Élysée. On sait plus, on n'a plus de nouvelles. Donc, quand on a vu partir en Arabie Saoudite Emmanuel Macron, alors qu'il y avait la motion de censure en même temps, on s'est dit quelle désinvolture. On ne sait plus trop où est le pouvoir, quoi. Il est plus nulle part, en fait. Donc, ce n'est pas une crise classique. C'est une crise institutionnelle. Et c'est une crise de régime. J'arrête pas de penser à ce que mon père me racontait quand j'étais petit sur la guerre d'Algérie. Et il disait, tu vois, la 4e République, avec la proportionnelle, etc., la partitocratie, elle a été emportée parce qu'elle n'a pas pu faire face à la décolonisation. Et moi, je dis aujourd'hui, la 5e République sera emportée parce qu'elle n'a pas su faire face au problème de la souveraineté perdue. On y revient toujours. Cette crise, elle est institutionnelle, elle est existentielle. Elle est existentielle parce qu'on a perdu donc, le contrôle de nos finances publiques, mais aussi parce qu'on a perdu le contrôle de notre souveraineté, qu'on a perdu aussi le contrôle de notre identité. Notre identité est en train de se diluer. On a perdu le contrôle de qui entre, qui sort, et on a perdu le contrôle de notre démographie. Et donc, en fait, une nation qui perd sa souveraineté, son identité, et qui a 48% de prélèvements, les créateurs n'ont qu'une envie, c'est de s'en aller. Et donc, il y aurait 3 choses à faire, là, immédiates. Premièrement, recouvrer la souveraineté juridique, la souveraineté des frontières, la souveraineté sur notre décision. Deuxièmement, franciser la France, refranciser la France, réaffirmer notre identité, et notamment le droit à la continuité historique pour chaque Français. Et enfin, troisièmement, se donner une règle, on revient au prélèvement à 40%. Moi, quand j'étais jeune sous-préfet à Vendôme, on était à 40%. Et je l'ai dit déjà, je vous le répète, le président Giscard d'Estaing m'avait dit, oh là là, 40%, on flirte avec un pays collectiviste. Et en fait, on commémore cette année le 50e anniversaire du premier budget en déficit, comme l'a dit Jean-Pierre Fourcade, remarquable ministre des Finances, et très pointilleux. Voilà. Donc, en fait, le pays est au bord de l'abîme, mais je repense toujours à la phrase célèbre. À chaque fois que la France s'est approchée de l'abîme, elle s'est accrochée à 2 maules qui n'ont pas vacillé, le tronçon de l'épée et la pensée française. Ça, il y a une phrase de Richelieu à laquelle je pense toujours en ce moment. Pour faire ce que je viens de dire, il faut accepter d'être impopulaire. Et la phrase de Richelieu, c'est « Ceux qui sont dans le ministère de l'État doivent se comparer aux astres qui, nonobstant l'aboiement des chiens, ne laissent pas de les éclairer. » Philippe de Villiers, je voudrais qu'on parle d'Emmanuel Macron à présent, un président de la République qui est rattrapé par ses propos tenus en 2019. Beaucoup et nombreux sont ceux qui considèrent, parce que le président n'a plus la main sur la vie politique aujourd'hui, parce qu'il est en quelque sorte désavoué, eh bien il devrait démissionner. Et je vous propose d'écouter ce qu'il disait justement sur un président qui ne devrait pas rester s'il y avait un véritable désaveu. La question, c'est comment on crée des mécanismes de responsabilité et de respiration démocratique. Et là où je vous rejoins, il me semble en creux, vous avez moins détaillé ce point, mais vous l'avez à plusieurs reprises écrit, c'est que le quinquennat phasé ne permet plus une forme de respiration démocratique, de mi-terme à la française, en tout cas de césure, de respiration, où le peuple français peut dire « j'ai confiance dans votre projet, donc je vous redonne une majorité pour le faire ».
La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Geoffroy Lejeune. Philippe, pensez-vous qu'il existe une sortie de crise et si oui, laquelle? Alors, on peut examiner les sorties hypothétiques. La première sortie, c'est la dissolution. Mais ce n'est pas possible juridiquement avant le mois de juillet, pour les raisons que vous savez, c'est la Constitution. La deuxième sortie, c'est l'article 16, mais ça ne vaut que pour des circonstances particulières de danger quant au maintien de l'ordre. On n'est pas dans ce cas-là. Il y aura un risque de destitution pour forfaiture. Il y a une troisième hypothèse, c'est le départ du président de la République. Alors moi, je ne porte pas de jugement, je dis simplement qu'il va y avoir une triple pression. La pression populaire, la pression politique de ses propres amis et la pression des milieux d'affaires. Donc cette pression va s'accroître parce que la crise va continuer. Et elle va s'accroître parce que les Français sont de plus en plus nombreux à se poser la question suivante: qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il a abîmé l'État, il a effondré les deux clés de voûte, le corps préfectoral, le corps diplomatique, il a abîmé la nation en tentant de substituer une souveraineté européenne fantasmée, on en voit le résultat, à la souveraineté nationale. C'est grave. Et troisièmement, il a abîmé la société en triturant la société. Il a joué avec la mort, avec la vie, il continue d'ailleurs. La filiation, la transmission, c'est une sorte d'alchimiste. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images à la Renaissance, on voit un alchimiste avec ses cornues qui tente de mêler des liquides contradictoires pour transformer le plomb en or. Lui, il a fait l'inverse, il a plombé son mandat, il a joué avec le feu, il a joué avec la vie, il est faustien et prométhéen, il pratique la phrase célèbre du Jardin d'Éden: Sicut Dei Heretis, vous serez comme des dieux. Rien ne l'arrête, il est à la fois transhumaniste, progressiste, démiurgique, et il se prend pour un roi thaumaturge. Je pense que là, il n'a pas fait preuve de modestie. Hier, il a dit « Je n'ai pas été compris ». Ben, ça veut dire que si on n'a pas compris, nous, c'est parce qu'on est bêtes. Donc, il nous prend pour des veaux, quoi. Philippe de Villiers, vous avez publié il y a un mois Mémoricide. Ce livre est d'ailleurs un best-seller et vient dessiner une France millénaire qui s'effondre mais qui peut renaître. Un pays fracturé, une assemblée, vous en parliez, plus divisée que jamais, un président désavoué. Voilà peut-être les causes d'une France qui ne marche plus droit. Vous avez déjà parlé un peu de la situation de la France aujourd'hui, mais quel diagnostic faites-vous de notre pays aujourd'hui? Plus que jamais, le diagnostic que j'avais fait avec vous il y a peu de temps, en sortant mon livre Mémoricide, le pronostic vital de la France est engagé, je le répète. C'est sérieux, c'est grave. Pour deux raisons. La première, c'est une raison qui touche à la survie biologique. Un peuple qui sous-traite la fabrication de ses enfants à des populations immigrées. Un peuple qui n'est plus capable de reprogrammer la vie, qui n'en a plus la volonté. Un peuple qui ne veut pas se reproduire est un peuple qui est appelé à sortir de l'histoire. C'est le cas du peuple français. Et deuxièmement, la deuxième raison, c'est l'absence de transmission. Jacques Dupaquier, le grand démographe, disait que lorsqu'il y a moins de transmetteurs, il y a moins de transmission. Vous voyez, on voit les métiers de notre âme en ce moment. C'est les derniers métiers, c'est des métiers très rares. Si ces métiers disparaissent, on ne pourra plus réparer une cathédrale. C'est pareil pour tout, en fait. C'est pareil pour la philosophie, c'est pareil pour la culture, c'est pareil pour la littérature. Regardez la médiocrité de la classe politique aujourd'hui.
Voilà, c'est le résultat d'une déséducation nationale. Et donc, oui, le pronostic vital de la France est engagé parce que le droit à la continuité historique n'existe plus. Revenons sur cette crise politique, mais également, et vous en avez un peu parlé juste avant, une crise économique. Et derrière les difficultés budgétaires, il y a des difficultés très graves économiques, Philippe de Villiers. Je voulais vous poser cette question. N'assistons-nous pas à la faillite de cet État-providence ? Ben, le paradoxe, c'est que l'État régalien ne répond plus à ses missions, comme on peut le voir tous les jours, et l'État-providence ne répond pas aux besoins d'une société sous perfusion. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que je l'ai vécu de près. Et c'est simple à comprendre, mais c'est déterminant si on le comprend. Nous avons en fait choisi, la classe dirigeante a choisi de changer de modèle, de paradigme, comme elle dit. Et le nouveau modèle est établi sur 2 principes. Premier principe, c'est l'extension indéfinie de la sphère publique et de la dépense improductive, pour parler comme les experts. Et le deuxième principe, c'est le primat de la consommation sur la production comme moteur de la croissance. Ce choix-là, il a été fait le 15 avril 1994 lors de l'accord de Marrakech. Conséquence. Première conséquence, le marché mondial se substitue désormais aux marchés locaux. On va chercher son lait en Australie. Deuxième conséquence, je cite l'accord de Marrakech, la nation n'est plus un espace économique pertinent. Troisième conséquence, il n'y a plus de préférence nationale ou européenne, plus de préférence douanière. Écoutez bien ce que je vous dis là. On est en 1994. Et donc, en fait, chacun va produire là où c'est le moins cher, là où on peut exploiter des gens qui ne peuvent pas se syndiquer. Alors, les petits Indiens, les petits Chinois, etc. Donc, ça marche un temps. On va donc produire là où c'est le moins cher et on revient vendre là où il y a du pouvoir d'achat. Conséquence de tout ça, c'est la fin de l'usine, c'est le déclin de notre appareil de production, puisqu'on importe au lieu de produire, et c'est quelque chose à le temple sacré, qui s'est substitué à Notre-Dame et aux cathédrales. C'est l'émergence de la grande distribution qui forme avec l'importation un binôme à succès. Seulement, voilà, au bout d'un certain temps, il n'y a plus assez de consommateurs puisqu'on ne fait plus d'enfants. On va chercher les immigrés comme consommateurs de substitution. Et pour fouetter la consommation, on creuse les déficits. Et pour accompagner les consommateurs, on fait une politique de l'assistance. Et ça se termine par, on fait des dettes pour payer la dette. Et pendant ce temps-là, pendant que nous, on se livre à ce libre-échange mondialisé, nous, la France et l'Europe, tout à coup, on est les seuls dans le monde à continuer à pratiquer ce système parce que les 2 grands concurrents ont fait un chemin inverse. Ils préconisent pour nous le libre-échange absolu et pour eux, ils préconisent un protectionnisme défensif pour protéger leur production et un protectionnisme offensif pour encourager leurs exportations. Et nous voilà gros gens comme devant. Comment dirais-je, si j'étais La Fontaine, je dirais les 2 mâchoires se referment sur la France et sur l'Europe. Philippe de Villiers, vous avez, il y a un article cette semaine qui vous a marqué, puisque derrière la bataille des chiffres, il y a également la bataille des idées, comme Le Monde l'a montré cette semaine. Voilà ce qui est titré par Le Monde. Du Puy du Fou à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la bataille politique se livre désormais sur le plan esthétique. Et Le Monde conclut, la guerre culturelle est déclarée car la bataille imaginaire ne fait que commencer. Geoffroy Lejeune. Alors, en fait, Philippe, vous m'avez appelé pour me dire, lis cet article absolument, c'est très important. 2 pages. Il est 2 pages dans Le Monde, et vous le faites pas souvent, je le précise aux téléspectateurs. Je l'ai lu, je l'ai trouvé, c'est vrai, très très intéressant. Est-ce que vous pensez que cette analyse est juste ? Oui.
je vais donner le point au monde. Enfin, temporairement. Ça n'arrivera pas souvent, ouais. En fait, ce que la droite n'a jamais compris, c'est que la culture et la politique vont ensemble, mais qu'il n'y a pas de politique sans culture. Et ce n'est pas avec l'économie qu'on remplace la culture. Il faut des créateurs de valeur ajoutée, mais aussi des créateurs de valeur. La gauche a compris ça depuis longtemps. Et il y a une référence pour la gauche, c'est Gramsci, qui dit très bien, d'une phrase, les victoires culturelles précèdent les victoires politiques. Elles les préparent. Elles les engendrent. Moi, j'ai une autre référence, c'est Bernanos, avec le dialogue des Carmélites, où il y a la jeune sœur Blanche de la Force qui reprend la mère avec beaucoup d'impertinence et qui lui dit « Mais c'est nous qui tenons la règle !» Et la mère supérieure lui répond « Non, c'est la règle qui nous tient. » En fait, c'est la définition même sous-jacente de la politique et de la culture. Il y a ceux qui croient que ce sont les hommes qui font les institutions, et il y a ceux qui croient que ce sont les institutions qui font les hommes. Donc, on est là devant la dialectique de la glèbe féconde entre les fabricants de terreau, les culturels, et les semeurs d'idées, les politiques. S'il n'y a pas de terreau, c'est la rocaille. Et s'il y a un terreau et qu'il n'y a pas de semeur, c'est la stérilité. Ceci étant dit, ce que j'ai lu, le filigrane de l'article des 2 pages du Monde, qui ne cache pas son inquiétude, le journal Le Monde, le journal de la société de connivence, et je voudrais compatir à cette inquiétude, la partager un instant avec eux. Il y a de quoi être inquiet, mais je serais à leur place encore plus inquiet, pour la raison que je vais dire maintenant. Alors, en fait, ils décrivent un face-à-face sociologique et un face-à-face anthropologique. Un face-à-face sociologique entre ce que les Américains et les Anglais appellent les anywhere et les somewhere. Je trouve que c'est assez juste. Les anywhere, c'est les gens de nulle part, qui préfèrent New York à Guéret ou Rocamadour. Et les somewhere, c'est les gens de quelque part. Il y a encore une autre expression, c'est métropolia et périphéria. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est Christophe Joly qui dit ça. Alors, ce face-à-face, il y a les anywhere, donc la bourgeoisie mondialisée, extraterritoriale, qui en fait va se fournir au supermarché mondial des identités. Les anywhere sont des post-identitaires. Ils n'ont que mépris pour les beaufs, pour le modèle du pavillon avec jardin, pour le duo des Bodins et pour le virilisme des barbecues. Et puis d'autre côté, oubliez le petit peuple des parias, accusés de populisme quand ils votent mal. On a les somewhere, ceux qui sont de quelque part et qui se sentent un peu en exil. Vous savez, l'exil, c'est pas le fait d'être décroché de son pays et de vivre ailleurs et d'avoir la nostalgie du pays qu'on a quitté. Non, le véritable exil, le pire de tous les exils, c'est quand vous vivez là où vous êtes né, mais que vous ne retrouvez plus ce qui vous a fait aimer l'endroit où vous êtes. Et donc, en fait, les somewhere, ils ont connu une double spoliation. La spoliation de l'outil de travail, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, l'usine délocalisée, il n'y a plus de boulot. Et puis la deuxième spoliation qu'on a vue avec la cérémonie des Jeux, et qu'on lit à travers le papier, c'est la spoliation culturelle, la spoliation identitaire. On les a spoliés de ce qui les constitue, de leurs racines, de leur encre de miséricorde, tout ce qui les a reliés à leurs héritages. Voilà. Alors le problème dans ce face-à-face sociologique, ce que dit le Monde, c'est que la bourgeoisie mondialisée, elle vit dans l'entre-soi. Donc c'est le même théâtre, les mêmes pièces, les mêmes acteurs, les mêmes metteurs en scène, ils tourneront. Et l'article du Monde dit,
c'est terrible. Oserais-je le répéter? Le peuple est parti. Et vous savez où il est parti, Eliot, le peuple? Oh, purée. Puy du Fou. Au Puy du Fou. Une catastrophe. Ouais. C'est Et donc, vrai. en fait, le Puy du Fou, qui était l'arrière-garde de Roland de Roncevaux, qui jouait de la trompe folklorique avec le vicomte et ses métayers, là, tout à coup, là, il faut qu'on aille voir, il faut qu'on voit, comment ils font, pourquoi il y a tout ce monde. Et l'article raconte, pardon Philippe, mais Et voilà, les médailles de Massabielle et les tatoués de Johnny, ils sont tous là, etc. Bon, et alors justement, j'aborde la deuxième question, c'est le face-à-face anthropologique. Et l'article se termine par « La guerre des imaginaires est déclarée ». Alors, les deux imaginaires, vous avez l'imaginaire post-français, de la transmémoire. Bon, on a vu ce que ça donnait cet été, avec la cérémonie des Jeux. Donc, le déracinement complet. Et puis l'autre imaginaire, l'imaginaire qui veut faire aimer la mémoire vivante du dépôt millénaire, qui veut faire aimer notre art de vivre ancestral, qui veut faire aimer notre langue, qui embrase notre imaginaire, et qui veut surtout qu'on puisse demain, nous, nos enfants et nos petits-enfants, aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes. Philippe de Villiers, une belle mélodie qu'on va entendre de nouveau avec la renaissance de Notre-Dame à partir de ce week-end. Vous souhaitiez, pour terminer cette émission, nous parler de Notre-Dame. Pourquoi cet édifice fascine la France, mais également le monde, Philippe de Villiers? Alors d'abord, elle fascine la France parce que Notre-Dame a toujours été la maison du peuple français, depuis le Moyen-Âge. Et elle l'est encore un peu. Pourquoi? Parce que le peuple français y a déposé et a déployé les expressions les plus pures de son génie créateur. Il y a entassé dans ce vaisseau de haut bord renversé, tourné vers la plèbe de Dieu, il y a entassé nos forêts, nos jardins, nos grimaces, nos soleils levants, et jusque dans les tuyaux d'orgue, nos tempêtes intimes. Mais Notre-Dame, c'est aussi, d'où la présence de 50 chefs d'État, une part essentielle du patrimoine de l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est là qu'est né le fameux art ogival qui a fait le tour du monde sous le nom de l'ouvrage français. Cologne, Malmö, Westminster, Tolède, etc., etc. Chacun voulait avoir son architecte français, chacun voulait avoir sa cathédrale française. Et chacun venait voir le roi Saint-Louis pour dire « Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre architecte ?» Et il faut voir que la cathédrale, l'art gothique, vient après une période délicate, c'est l'an 1000. Tout ce qui tourne autour de l'an 1000, c'est la peur de la fin du monde. On a peur de la fin du monde, avant l'an 1000, après l'an 1000. Et en fait, on se terre, il y a un ciel bas, et on a construit comme on a pensé. On a pensé à la fin du monde, et on a donc construit des grottes, des voûtes épaisses et basses. Et puis, la fin du monde n'est pas arrivée. Alors, plus personne n'a pu retenir l'envol de l'âme. On a regardé au ciel. On a espéré. Et on a cherché la lumière. Il y a un dialogue extraordinaire de Saint-Louis avec son architecte Pierre de Montreuil. Il lui dit « Pierre, jusqu'à présent, dans toute l'histoire de l'architecture, dans toute l'histoire du blanc manteau d'église, c'était la pierre qui tenait la lumière.
eh bien, je veux que désormais, ce soit la lumière qui tienne la pierre. Notre-Dame de Paris. Et Notre-Dame de Paris, que vous pouvez voir, les images, elles sont en direct pendant votre apologue, cher Philippe de Villiers, puisque c'est ce week-end historique, week-end de réouverture de Notre-Dame. Merci beaucoup, Philippe de Villiers. C'était un plaisir d'être avec vous, bien sûr. Merci à vous, Geoffroy Lejeune. Merci, Elliot. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous, nouveau face à Philippe de Villiers, avec encore énormément de choses, évidemment, à traiter. À tout de suite pour l'heure des pros.